Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Contrepoints de la santé, un numéro spécial, un numéro bilan de 2023. Santé, les tops et les flops de 2023. Quelles perspectives pour 2024? Qu'est-ce qui a marqué l'année 2023 en matière de santé et comment peut-on se projeter dans l'année prochaine? La santé est manifestement un combat. D'entre deux, on notera que plusieurs ministres en ont fait les frais. Le ministre de la Santé et de la Prévention, le ministre des Solidarités et le ministre des handicapés qui a été remplacé au cours de l'été, qui ont été remplacés au cours de l'été dernier, ce qui montre à tout le moins la difficulté de la tâche. Autre fait marquant pour ouvrir le débat, l'échec des négociations de l'assurance maladie avec les médecins, ce fut là un retentissant flop, mais il y a eu des tops avec la signature de conventions avec d'autres professions de santé. Les médecins sont-ils à part? Quant à l'hôpital, les problématiques de financement n'ont toujours pas trouvé de solution pérenne, même s'il semble que l'attractivité des métiers et les recrutements progressent. Pour en débattre, Guillaume Bailly, président de l'ISNI, intersyndicale des internes, Sébastien Guérard, président de l'Union nationale des professions de santé, l'UNPS. L'UNPS, créé rappelons-le, tout le monde connaît, mais tout de même, en 2004, comprend 23 organisations syndicales représentant 12 professions de santé libérales. Elle s'intéresse en particulier à l'organisation des soins entre professionnels libéraux et le secteur hospitalier. François Pellen, médecin et auteur du livre « Crise sanitaire, pourquoi il faut presque tout changer », le temps du médecin entrepreneur, et aussi cofondateur de Point Vision. Michel Viverka, sociologue, et qui dirige la collection Le Monde comme il va, où a été publié Notre médecine est malade, soyons le mal à la racine, du doyen Patrice Dio et de notre camarade Pascal Morel. Et aussi Odile Pixoto de BVA, qui réalise chaque mois un sondage exclusif grand public pour les contrepoints de la santé et qui nous dira en introduction quels ont été les temps forts de 2023 quant à l'opinion publique. Un point important sur lequel nous aimerions plus particulièrement discuter avec vous, le nouveau ministre de la Santé, celui qui est encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ministre de la Santé, veut donner une nouvelle impulsion à certains thèmes, la prévention, la pertinence des soins, le numérique et aussi l'amélioration des relations entre les professionnels de santé et les régulateurs, l'assurance maladie pour les médecins libéraux et l'État pour l'hôpital. Vous nous direz si on en prend la bonne voie. L'année 2023 sera-t-elle une année charnière? Cette émission est enregistrée le mercredi 20 décembre dans la matinée à la Villa M. Merci à nos partenaires BVA, Groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et Care. Pascal, à toi. Et Philippe, tu n'as pas cité le meilleur d'entre nous, c'est Renaud. Oui, merci Pascal, je suis tout surpris. surpris. Nous réalisons cette émission tous les mois et nous sommes très heureux donc en ce jour de faire l'analyse de ce qui s'est fait en 2023. Probablement, on verra avec nos amis, probablement une année en demi-teinte, une année pour moi qui a commencé le 6 janvier 2023 avec le président de la République à Corbeil-Essonnes et qui s'est peut-être terminée, enfin on verra dans notre discussion, qui a été marquée en tout cas par une nouvelle déclaration il y a quelques jours seulement du président de la République à l'Élysée sur la recherche. Hein. Donc avec voilà une année bien bornée, une année, on va dire probablement en demi-teinte, mais qui peut-être va nous révéler des surprises. Effectivement, tu as bien raison de rappeler que nous ne savons pas si le ministre de la Santé, et ce n'est pas rien, Aurélien Rousseau, restera ministre, puisqu'il a visiblement donné sa démission hier, notamment sur une réforme sociale que nous aborderons, celle de l'aide médicale d'État. Ça n'est pas rien. Évidemment, notre débat est marqué par cette annonce. Alors, et ces débats hier, Sénat, Assemblée nationale, et aujourd'hui d'ailleurs, Conseil des ministres. Enfin, nous allons voir un petit peu tout ça, mais pour vous montrer la richesse, me semble-t-il, de cette année, que j'ai appelé année à demi-teinte. Alors, pour un peu d'ordre et de méthode, on va peut-être essayer de serrer les questions. On va parler de médecine, de soins, de prévention. On va parler également d'attractivité des métiers. On pourrait peut-être rajouter aussi qualité de vie, puisque la Première ministre, il y a quelques jours également, s'est penchée avec Madame Firmin Lebaudot sur ces questions. Économie, évidemment, relations entre le régulateur et les soignants. Tu en as parlé, cette convention
Ça a été très, très marquant, échec, et peut-être en 2024, en tout cas pas en 2023, pour excuser du peu, pour les médecins. Alors on demande tout de suite à Odile de nous faire un bilan de cette année 2023 via les sondages qui ont été réalisés par BVA. Il y a manifestement des temps forts. Hein. Alors oui, une petite rétrospective de l'année sur nos différents sondages réalisés pour les contrepoints. Alors j'ai essayé d'articuler ça en top et flop, hein, comme le thème du jour. On va commencer par les flops pour finir par une note plus positive. La première chose, c'est qu'il y a quand même la cote de confiance du gouvernement en matière de santé est au plus bas depuis que nous la mesurons, depuis décembre 2017. 25% des Français ont une opinion favorable. C'est faible pour bâtir quelque chose. Donc ce manque de confiance, ça veut dire de la peur, ça veut dire de l'anxiété. Et forcément, quand on veut engager des gens, notamment dans la prévention, hein, qui doit engager aussi les citoyens, c'est difficile. Autre problème vraiment récurrent, on a quand même ce problème, sentiment de pénurie de soignants, d'accès aux soins. 75% des Français pensent qu'ils sont dans un désert médical ou dans une zone qui va le devenir. Et c'est pas tout à fait juste quand même, c'est vraiment une perception très noire parce que dans le même sondage, on demandait s'ils avaient eu des problèmes de rendez-vous avec les médecins et il y avait 64% des Français qui disaient qu'ils avaient eu un rendez-vous avec un MG en moins d'une semaine et 67% avec un spécialiste en moins de 3 mois. Alors, ça peut être optimisé. On est quand même loin d'un désert médical. Donc, il y a quand même là une dissonance aussi, mais il faut toujours se rappeler de la peur dont je parlais en début. Les Français aussi sont très en attente d'une amélioration. Chaque fois qu'on leur pose des questions sur les soignants, il faut prendre soin des soignants, amélioration des conditions de vie des soignants, ça sort toujours. Au moins pour une bonne moitié, plus de la moitié des Français, vraiment le mettent toujours en tête des attentes. En sachant que c'est très paradoxal parce que à la fois ils veulent améliorer les conditions de vie des soignants, mais aussi ils veulent par exemple que les gardes soient assurées par tous les médecins. Donc ils veulent aussi plus d'accès aux soins, en sachant qu'il y a cette pénurie de médecins. Donc on est un peu dans un paradoxe, mais qui est aussi alimenté par cette peur d'effondrement. Et quand même, il y a un vrai problème de prise en charge, puisqu'on a fait une mesure historique par rapport à 2018. Et il y a 71% des Français qui nous déclarent une difficulté qu'ils ont eue dans l'année, soit de prise de rendez-vous pour un spécialiste, pour un examen, soit un problème de pénurie de médicaments. Il y avait toute une liste de problèmes, 71% versus 60% en 2018. Donc on a quand même une augmentation de ces difficultés d'accès aux soins. Ils sont aussi très en demande de prévention, et là ils trouvent que ça tarde à venir. Ils axent ça beaucoup sur ce qui se passe en local. Ils auraient besoin de choses concrètes, adaptées à leur territoire, à plus de 80%. Ils pensent d'ailleurs à 90% que l'État devrait collaborer avec les collectivités territoriales. Et il n'y a que 35% des Français qui aujourd'hui voient quelque chose en matière de prévention santé au niveau des collectivités territoriales. Donc à la fois ils aspirent à ce que ça se passe chez eux, qu'il y ait des initiatives, et ils en voient peu. Donc ça c'est plutôt les flops. Et puis, ils aimeraient, on a parlé de la recherche médicale, ils aimeraient être consultés sur les priorités de recherche, en fait. Voilà, les thèmes de recherche. Et maintenant, les tops, c'est ça, hein? Nous allons passer aux tops. Alors, en tête des tops, le président Macron avait annoncé, dans l'ensemble, il y avait eu tout un tas de mesures annoncées, comme le Pascal le rappelait, en janvier dernier. La première mesure annoncée, plébiscitée par les Français, c'était les assistants médicaux. Et quand même, ça monte en charge, puisqu'il y a eu d'abord 4 000 annoncés, puis 10 000. Et on est, si je crois bien, à peu près à plus de 4 000 contrats aujourd'hui, avec près de 2 500, mais peut-être ça a augmenté, puisque ça augmente sans cesse, équivalent temps plein. Donc il y a quand même quelque chose qui s'est fait. Il y a le reste à charge zéro qui est activé, qui est en place, qui fait aussi partie des choses qui sont très appréciées des Français. Le déploiement de l'exercice partagé qui a été un peu propulsé par la Covid,
mais qui est vraiment plébiscité aussi, notamment sur la prise de tension. 87% sont tout à fait d'accord que ce soit quelqu'un d'autre qu'un médecin qui le fasse. Les vaccinations, 82%. Le renouvellement d'ordonnances, 74%. Donc la délégation de tâches rentre vraiment dans les mœurs et est attendue comme une solution. La fin de vie, ça a été un gros temps fort de l'année, avec quelque chose qui est subtil. C'est-à-dire qu'on a quand même 64% des Français qui en ont entendu parler de cette convention citoyenne. C'est fort. Il y a 25% de la population qui a accompagné un proche dans ces derniers jours au cours des 5 dernières années. Donc ça concerne une partie importante de la population. Et on est sur quelque chose à la fois, les Français sont à 88% en faveur de l'aide active à mourir, mais il y a 11% de la population qui est résolument contre. Donc on est dans cette difficulté de légiférer sur l'intime. Voilà, on est sur un sujet, d'ailleurs le président ne s'est toujours pas prononcé. Donc ça, c'est un sujet qui fait partie, je dirais, des succès parce que c'est compliqué et pour l'instant, c'est encore en discussion et on avance avec les gens. Donc ça fait partie des succès pour moi. Dernier point aussi, je l'ai mis dans les succès. Entre prévention, ouvrir les vannes, prendre de l'argent ailleurs pour financer cette société qui vieillit avec plus de pathologies chroniques, avec plus de besoin de moyens, les Français sont la première chose qu'ils demandent avant la prévention, avant ouvrir les vannes et aller chercher des financements ailleurs, à 45%, c'est lutter contre les fraudes et les gaspillages. Donc ça veut dire que quand même chacun peut-être se sent un peu fautif ou en tout cas voit des choses à améliorer et en tout cas ils sont ouverts à ce système-là. Et pour terminer, il y a globalement sur l'ensemble de nos sondages plutôt un accord positif sur l'ensemble des mesures proposées. Mais on est dans du pointillisme techno. Et ce qui manque aujourd'hui dans une société en panne de santé, où il y a beaucoup de gens, il y a la santé mentale qui ne va pas bien, il y a beaucoup de problèmes, c'est un élan, c'est une vision. Parce que être en santé, c'est être en joie. Et il faut en avoir envie. Envie, c'est un mot fort, envie. 11% des Français ont entendu parler du concept One Health. Ça reste effectivement très conceptuel, c'est très faible. 46% jugent que c'est intéressant, mais c'est 60% chez les 18-24 ans. Donc je finirai par pour moi, c'est vraiment un top, c'est-à-dire l'idée d'aller vers ce One Health concret dans les territoires. Ce serait peut-être, et avec un élan pour la santé qui doit être synonyme de joie et non pas de restrictions, maladies, voilà. Il faut peut-être renverser un peu et donner envie aux gens. Merci Odile. On va faire, Pascal, peut-être un tour de table, même si on n'a pas de table, un peu savoir quels sont les flops et les tops. Est-ce qu'il y a une vision, est-ce qu'il y a une envie de santé? C'est peut-être une bonne introduction. Et puis après, on essaiera de revenir thème par thème et d'approfondir les thèmes importants qu'Odile a révélés. Merci Odile. Alors, qu'est-ce qui a marqué peut-être rapidement, très rapidement pour vous l'année 2023 et les sondages? Le plus jeune d'entre nous. Bon, il y a un élément très probant qui concourt directement à l'attractivité de la profession médicale et des internes, ça a été la revalorisation des gardes. Le fait est qu'on a dû quand même se battre pour que les internes soient intégrés. Initialement, ça n'était pas le cas. Et donc, à horizon 2024, le 1er janvier, les internes auront 50% de revalorisation des gardes, comme les autres professionnels de santé, puisque je rappelle, les internes sont des professionnels de santé en voie de formation. Et de plus en plus, on va dans cette direction, plus que le statut étudiant, on revendique ce vrai statut qui nous donne une place clé au sein du système de santé. Aujourd'hui, les internes signent environ 70% des prescriptions médicales et constituent 40% du personnel à l'hôpital. Alors ça, c'est un vrai plus. Ce qui est moins bien, là. Je peux reprendre, parce que c'est important dans notre conversation. Ce sont des professionnels en voie de formation ou des étudiants en voie de professionnalisation? J'adore la formule, Pascal. Moi, je dirais même que ce sont, comme nous sommes tous spécialistes, ce sont des professionnels en voie de spécialisation. Les médecins généralistes ont été reconnus officiellement comme étant des spécialistes. Et donc, si on devait choisir entre les deux, ce serait certes peut-être un dilemme cornélien pour beaucoup de personnes. En tout cas, pour nous, c'est clair. Nous sommes des professionnels de santé avant tout, notamment se poser la question lors de la pérennisation des gardes, puisque c'était la permanence des soins à laquelle on s'attaquait.
Et à ce titre-là, il y avait... C'était un peu de sémantique, mais enfin, les doyens ne sont peut-être pas tout à fait d'accord avec mais on en discute. Les internes sont des médecins quand même. Sont des médecins, tout à Qui fait. prescrivent quand même, faut pas oublier. Alors, rapidement, donc c'est très pro-domo, votre top, et c'est bien. Oui. Alors moi, je vais Sébastien partir Guérard, d'une mesure, je vais plutôt retenir un concept. Je crois que l'année 2023, c'est l'année des grandes transformations, en fait. Prise un petit peu entre l'étau de la sortie de crise Covid, dont on parle d'ailleurs presque plus, et puis ce virage démographique, et ce mur démographique et économique qu'on a devant nous, où on réalise et on mesure aujourd'hui que l'accélération des dépenses en santé ont pris un essor absolument formidable au cours des 5 dernières années. Juste pour mémoire, création de la sécurité sociale en 1946, 2018, 200 milliards de dépenses de soins, d'assurance maladie. Entre 2018 et 2023, on est passé de 200 à 250 milliards. Et la vitesse à laquelle croissent ces dépenses fait qu'on sait pertinemment que si on ne change pas de braquet, on va dans un mur qui sera absolument insoutenable pour nos professions. Mais est-ce qu'en 2023, on a commencé à changer de braquet, à votre avis ? Oui et non. En fait, oui, vous n'êtes pas normand. Hein. Et je ne vais pas faire du Macron, mais en même temps, on a vu un certain nombre de PPL émerger qui posent les bonnes questions. Elles posent les questions du contour des métiers, PPL, proposition de loi, on va traduire. Projet de loi, oui, tout à fait. Qui pose les bonnes questions, celle du contour des métiers, celle de l'attractivité des métiers. Vous parlez de celle de Madame Rist et de Monsieur Valtou, c'est ça, les deux? Oui. Voilà, j'ai dit qu'elle posait les bonnes questions. Je n'ai pas dit qu'elle amenait les bonnes réponses, par contre. Elle pose les bonnes questions, elles sont sur la table. Aujourd'hui, ce qu'il nous manque clairement, et on l'affirme, c'est du courage politique. Le courage politique de proposer une vraie loi organique de santé qui doit transformer le système. Et qui doit transformer le système vers plus de transversalité, plus de travailler ensemble, qui aujourd'hui sont du ressort de l'incantatoire, très clairement. Mais vous pensez qu'il faut une nouvelle loi? Parce qu'à chaque quinquennat, il y a une nouvelle loi et on voit que c'est difficile. Est-ce que ça passe pas par autre chose? On pourrait rajouter que vous croyez vraiment que la situation politique aujourd'hui, notamment des rapports centre-périphérie, mais aussi Parlement, présidence de la République, gouvernement, permet des lois organiques? C'est toute la difficulté, c'est qu'on est dans un contexte politico-économique qui ne le permet pas vraiment. Et on l'a encore vu hier soir dans le cadre de la loi sur l'AME et toutes les difficultés que ça pose en interne, y compris à ce gouvernement qui va ressortir de là clairement fragilisé. Mais dans le même temps, et je reviens sur ce fameux mur démographique, une profession qui va vieillir, l'accélération de ce vieillissement on en est au tout début en fait, c'est-à-dire qu'à l'horizon 2030, je ne sais pas si tout le monde a cette notion, mais on aura bientôt plus de 75 ans que de moins de 15 ans. Quand on sait qu'aujourd'hui on a un système de santé qui repose quasiment exclusivement sur la valeur travail, on va multiplier par 3 le nombre de personnes de plus de 85 ans. Il faut franchement accélérer, quoi. Il faut franchement accélérer et il faut changer de braquet. Alors, Vincent, oui, d'accord, on va y revenir sur tous ces points. Oui. Sans une véritable loi organique de santé qui réforme intégralement le système, quitte à balayer certaines choses qui ont été mises sur la table il y a peu. Oui, Sébastien et Philippe, permettez-moi simplement d'intervenir là, à ce niveau-là. Sébastien dit on parle peu de Covid, on doit quand même parler de Covid. Nous sommes la première année, j'allais dire, d'ailleurs on ne dit même pas post-Covid, on est peut-être encore dans le Covid, hein. Soyons vigilants à ne pas trancher, et même si on n'en parlait pas, ce serait peut-être, ça ne voudrait pas dire que le Covid ne nous a pas marqué profondément. Mais Pascal, c'est vrai que le Covid, on vit avec maintenant. On n'a pas le sentiment qu'il y a un sujet Covid. Donc on est passé après quand même. Vincent, François Pellen peut-être. Alors vous êtes médecin, mais vous êtes entrepreneur, enfin vous avez multiples casquettes. Vous êtes un observateur. Qu'est-ce que vous donne à penser 2023 ? Alors justement, en tant qu'entrepreneur, je vais aller un peu sur le terrain des syndicalistes. Il y a un flop de cette année, c'est la convention médicale qui n'a pas été signée. Mais c'est en même temps peut-être un top parce que la discussion a repris. Et on peut espérer qu'en 2024, une nouvelle convention sera signée. Alors je dis en tant qu'industriel parce que la santé c'est un coût, notamment pour les libéraux. Il est
est certain que dans un temps d'inflation, c'est un gros problème de ne pas avoir de revalorisation des actes. Et d'ailleurs, je le dis aux syndicalistes qui sont autour de la table, on parle beaucoup de l'ACS ou de l'AC, mais il y a aussi les actes techniques. Et dans la négociation en cours, il ne faudrait pas oublier les actes techniques. Voilà. Michel Viorca, alors vous êtes sociologue et merci d'être là. On va élever le débat peut-être avec vous. Non, vous avez votre œil de sociologue, le monde médical, le monde de la santé, qu'est-ce que ça vous dit? Et 2023, est-ce que l'idée c'est de se dire est-ce qu'en 2023 il y a un changement? Est-ce qu'on est sur les bonnes bases ou pas? Alors moi je vais être un peu dans la tonalité de ce qui se dit ce matin. C'est-à-dire qu'on n'est plus, on n'est pas dans l'après-Covid, on est dans l'après-épidémie et dans l'après-confinement. Et dans l'après-sidération que notre société a dû vivre, qui a été quelque chose de terrible. Et ça a quand même à la fois congelé certaines choses et rendu incontournable l'ouverture de certaines discussions, de certains débats. Donc on est dans un moment où l'année 2023, c'est la décongélation. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est que la société, je vais le dire comme ça, et j'y inclus les médecins, les professions de santé, la société est en avance sur les politiques. Voilà moi ce que je dirais. Et on le voit encore cette nuit, si je peux dire, pour ceux qui ont suivi les débats parlementaires. C'est-à-dire qu'on voit monter des préoccupations, des attentes. On voit aussi d'ailleurs que certaines, j'en dis peut-être tout de suite un mot, n'existent pas malheureusement. Tout ce qui touche à la prévention est faible dans la société. Il faut vraiment qu'il y ait des professionnels ou des politiques qui disent il faut s'en occuper, ou quelques associations. Mais voilà. Donc, mais dans l'ensemble, la société est en avance. Elle bouge. Le monde de la médecine bouge. Des débats s'ouvrent. Et je trouve que le politique a de la peine à suivre. Voilà. Et encore plus de peine à anticiper. Voilà, moi c'est ça l'image que j'ai. La société bouge et puis la société aussi est réticente sur certains points de vue et les professionnels de santé aussi de transformation du système de santé pour prendre en charge les démographies du pays. Une société, c'est pas simplement des forces de modernisation qui toutes disent allons dans un certain sens. Vous avez aussi des gens qui, pour des raisons souvent respectables, parfois moins, résistent, refusent. Quand des gens vous disent je suis contre le pass sanitaire et contre la vaccination, c'est pas brillant, je trouve. Donc, mais ça fait partie de la vie sociale. Il faut faire avec. Et donc, je pense qu'il y a toute cette poussée de la société dans différentes dimensions. Mais quand même, ce qui se dit est quand même intéressant. Ce souci de One Health, c'est ça. Je découvre avec vous, moi, des choses. Hein. Ce souci de modifier, de transformer ce système pour qu'il soit plus efficace, plus juste, c'est quand même quelque chose de fort. Hein. Pour vous, la société est prête à changer au niveau de la santé, au niveau prévention, pertinence. La société, c'est important. Elle est non seulement prête à changer, elle voudrait que ça change. Et comme il n'y a pas, pour l'instant, suffisamment de réponses politiques, elle se perd soit à écouter des débats comme ceux de cette nuit, qui quand même sont plutôt préoccupants, je pense, pour le citoyen. Soit elle se perd là, soit elle se replie sur elle-même, et puis aussi des gens prennent des initiatives et des milieux bougent. Il y a une chose que je voudrais ajouter aussi dans le débat. On a un pouvoir qui n'aime pas beaucoup les médiations. On l'a vu avec le syndicalisme classique, si je peux dire. Mais là, avec la médecine, j'allais dire, ça ne plaisante plus. On ne peut pas contourner l'ensemble des professions, des organisations, des attentes, les internes, etc. On ne peut pas faire comme si les choses pouvaient se faire uniquement par décision depuis un lieu central qui saurait tout, qui comprendrait tout. Et donc, je pense qu'il faut s'attendre à ce que 2024 soit aussi une année où l'on souhaitera, où l'on demandera depuis la société, depuis le corps social, depuis certaines professions, plus de débats, de médiation, d'écoute pour faire avancer les choses. D'accord. Pascal, on va passer en vue différentes thématiques. On a identifié avec Pascal. Et après, on passera la parole à Renaud. La prévention. Alors, la prévention, tout le monde dit c'est formidable. Ça fait 20 ans qu'on dit ça, mais ça ne bouge pas. On nous annonce pour 2024 des bilans de santé aux âges clés de la vie avec une articulation avec mon espace santé où il y aura un questionnaire, paraît-il, etc., qui sera modulé avec de l'intelligence artificielle. Alors, pour vous, est-ce que la prévention, parce que si le système de santé est sous tension, s'il y a moins de malades, ça ira mieux, mais ça prend du temps. Pourquoi ça bloque, à votre avis, et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour débloquer Guillaume Bailly?
On va vous donner, voilà, 2 micros qui se précipitent sur vous. À notre niveau, allô, 1, 2. Oui, ça marche, allez-y. À notre niveau, il y a un chantier qui est absolument prioritaire. C'est la prévention des risques psychosociaux. Vous l'avez dit en préambule, la santé mentale des Français, des professionnels de santé n'est pas bonne. Les internes, encore pire. Et je pense que c'est notre responsabilité de saisir un peu tous les pans qui encadrent leur métier pour s'intéresser à la prévention des troubles, des risques psychosociaux, pour sauvegarder la santé mentale des internes. C'est prioritaire. Guillaume, cette question, et notamment, disons les choses qui se sont souvent terminées de manière dramatique, avec des suicides de jeunes, est-ce que 2023 était une année, selon vous, extrêmement noire, ou peut-être des mesures et des prises de conscience des acteurs ont permis peut-être de mettre en place des structures, des méthodes qui, peut-être, des alertes en tout cas, et des veilles sur ces questions-là qui ont porté leurs fruits? Alors, assurément, il y a eu un changement de paradigme avec l'omerta qui est un peu en train de se briser. Les internes prennent de plus en plus la parole, n'hésitent plus à dénoncer aussi ces actes du quotidien qui sont harcelants, qui vraiment nuisent à l'attractivité de la profession. Et effectivement, en 2023, on a accompagné plusieurs procédures à l'encontre de professionnels de santé, quels qu'ils soient, pour mettre fin à des situations particulièrement Il faut rendre, de ce point problématiques. de vue-là, effectivement, grâce aux syndicalistes et aux jeunes qui ont alerté. Pour autant, on a effectivement, je suis assez d'accord avec vous, on a l'impression que l'omerta c'est peut-être terminé et que à la fois également les enseignants, les directeurs d'établissement, les chefs de service, etc., ont pris quand même conscience qu'il fallait, et les ministres surtout, on a vu beaucoup d'interventions des ministres, qu'il fallait peut-être plus de bienveillance dans ces formations médicales très longues, fastidieuses, et que l'on disait peut-être parfois malveillantes. Tout à fait, Pascal. Ça a même été publié dans des différents rapports, que ce soit celui de l'IGAS, que ce soit la charte d'accueil des étudiants pendant Santexpo, signée par la FHF, par les doyens. Les ministres qui ont reconnu officiellement les violences institutionnelles, ils ont publié un rapport à ce titre-là. Tout le monde commence à s'en saisir. Je pourrais inviter notre sociologue Michel Vivorca à suivre cette question de très près, pour voir si 2023 a permis une amélioration profonde. Oui, Pascal, la santé mentale, c'est la santé mentale de toute la population. Quand même. Les internes, en effet, c'est très important, mais il y a un vrai problème, en particulier post-Covid. Michel Vivorca va dire, sur la santé mentale de la population. Il y a des plans, il y a des comités, il y a M. Franck Bévillers. Un point, c'est-à-dire ce qui reste en revanche, c'est un manque cruel, chronique et cruel de psychiatres. Mais de psychiatres et puis même de médecine préventive. Je parle notamment de la médecine du travail. Normalement, nous avons accès à 3 séances de suivi au cours de notre internat. Aujourd'hui, moins de 10% des internes y ont accès. Et on ne parle pas de médecine scolaire, qui est quasiment moribonde. Michel Vivorca, sur cette santé mentale quand même de la population qui est très très inquiétante. Enfin, toutes les études le démontrent. Il y a une aggravation notable. Alors, je vais dire plusieurs choses. Premièrement, et là, c'est un phénomène beaucoup plus large que cet aspect-là dont nous parlons. Aujourd'hui, et l'année 2023 est importante de ce point de vue-là, on prend de plus en plus conscience que les médecins, c'est pas un ensemble, ou les médecins ou les professions de santé, c'est pas un ensemble qui serait complètement coupé du reste de la société et qui vivrait différemment sur une sorte d'île déserte ou de plateforme dans l'espace ou en pleine mer. Pas du tout. Les médecins sont comme tout le monde. Ils ont des problèmes de travail, de santé mentale, de conditions d'exercice de leur profession, de formation, etc. Donc les problèmes de psychiatrie et de santé mentale, ça les concerne au même titre que l'ouvrier à la chaîne des temps modernes, ou etc. Peu importe. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que non seulement la médecine n'est pas à l'écart comme ça du reste du corps social, mais elle est atteinte, les choses se révèlent aussi pour la médecine par des choses qui n'ont pas grand-chose à voir au départ avec elle. Je voudrais prendre un phénomène très très important, le terrorisme. On se demande de plus en plus si un certain nombre d'épisodes terroristes, dont le plus récent, ne sont pas le fait de malades mentaux, c'est-à-dire de personnes qui, si elles avaient été soignées en psychiatrie, n'auraient pas commis les crimes qu'elles ont commis. Et donc, je ne dis pas du tout que c'est la bonne explication, mais je dis on se pose la question. Oui. Et donc, d'un seul coup, on regarde notre système psychiatrique et on s'aperçoit qu'il ne va pas. Parce qu'il y a eu du terrorisme. Voilà. Et donc, ce qui me frappe aussi, c'est qu'on est en train de regarder quand même avec beaucoup plus d'intérêt les énormes carences de ce système. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je sais qu'il y a longtemps qu'il se dégrade.
Et que c'est vrai que si les malades mentaux sont dans la rue et non pas dans un hôpital quand ils doivent l'être, oui, ou pris en charge, parce que c'est pas forcément à l'hôpital. Oui. Le raisonnement que je vous propose, il est très très simple. C'est les médecins sont, enfin, les personnels de santé en général, sont comme d'autres susceptibles d'avoir des difficultés, disons de type psychiatrique ou mental. Premièrement, et deuxièmement, ce qui se passe en dehors du système de santé aujourd'hui nous donne aussitôt à réfléchir parfois sur les aventures et les évolutions du système de santé. Alors Sébastien Guérard, on parle de prévention et très, très justement on parle de santé mentale. Les médecins libéraux, on leur fait les médecins et les professionnels de santé libéraux, on leur fait souvent le reproche qu'ils ne s'intéressent pas à la prévention. Le système ne favorise pas la prévention, le paiement à l'acte, etc. Est-ce que c'est une explication suffisante? Qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce que vous pensez que ça bouge au niveau de la prévention, qui est vraiment la solution pour que le système de santé, une fois de plus, ne soit pas sous tension? Alors ça bouge, oui. La preuve en est, c'est qu'un bilan de prévention aux âges clés de la vie arrive sur le marché. On ne peut pas dire que ça bouge pas. Cependant, ça bouge pas assez vite et on voit bien qu'on ne sait pas par quel bout l'attraper. Et dans sa logique technocratique, le gouvernement d'ailleurs fixe les tarifs de façon unilatérale par voie réglementaire et donc contourne la négociation et la discussion conventionnelle. Pour circonscrire la dépense, limite le nombre de bilans par patient, limite les professionnels qui peuvent réaliser ces bilans, ce qui là aussi est une hérésie. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des difficultés d'accès aux soins, des difficultés d'accès aux médecins, et on refait reporter en grande partie la charge de ces bilans sur le corps médical en faisant comme si l'ensemble des autres professionnels n'existaient pas. Alors qu'il y a une volonté forte du côté des professionnels de santé de partir du principe que tout contact avec un professionnel de santé doit être une porte d'entrée dans le dispositif de prévention. Et pourquoi ça se fait pas? Ça, c'est pas compliqué, vous pourriez le faire dès aujourd'hui quand même. Eh bien, c'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est clairement au gouvernement et à l'assurance maladie. Et juste pour compléter et aller au bout de la démarche, vous m'avez coupé, du coup j'ai perdu le fil, donc je vous passe le micro et je le reprends après. Pascal n'avait plus de micro, c'était un problème. Sébastien, ça. Il y a quand même eu... François. C'est vrai que... Oui. François Pellen. Vas-y, Pascal. Je voulais simplement vous interroger, d'ailleurs, toi, et d'ailleurs, notre ami Louis Godino, des audioprothésistes, nous en parle souvent. Il est dans la salle, je le salue. Le 100% santé, ça a été quand même une très grande mesure de prévention. Alors, elle n'est pas de 2023, mais enfin, je crois qu'elle prend toute sa mesure. Et toi qui es ophtalmologiste, effectivement, également, vous avez été des acteurs de cette mesure. Il faut quand même vous interroger là-dessus. Alors, tout à fait. Alors, sur le 100% santé, on le disait tout à l'heure, ça fait partie des tops. Et en effet, c'est grandement appréciable que les patients puissent être pris en charge sur les troubles de la vue, de l'audition et les problèmes dentaires. Et je voudrais mettre un petit côté un peu, pas joyeux, mais optimiste sur la prévention en prenant justement l'exemple de l'ophtalmologie qui est ma spécialité. Parce que j'ai l'impression qu'on différencie trop la consultation de prévention d'un côté et puis la consultation de pathologie de l'autre. En ophtalmologie, on nous le reproche souvent, on dit pourquoi aller chez l'ophtalmo pour faire une prescription de lunettes, il n'y a qu'à aller ailleurs. Mais en fin de compte, l'intérêt pour la population, c'est qu'à l'occasion d'une prescription de lunettes ou à l'occasion d'un bilan de diabète, par exemple, on va faire un bilan de prévention et on va savoir si le patient a un risque de glaucome, un début de DMLA qui évoluerait sinon à bas bruit et qui se révélerait trop tard pour être pris en charge correctement. Et donc, dans une consultation standard d'ophtalmologie, il y a une partie très importante de prévention qui permet, que moi j'appelle presque le contrôle technique, qui permet à dire aux patients, écoutez, dans les 3 à 5 ans qui viennent, a priori, vous n'aurez pas de glaucome et vous n'aurez pas de DMLA. D'accord. Alors, oui. Je tiens quand même à compléter mon propos tout à l'heure quand je dis on ne sait pas par quel bout l'attraper. Oui. C'est que si on veut être efficace en termes de prévention en santé, en fait, c'est dans la tête de nos gamins qu'il faut l'instruire. Et je ne comprends pas aujourd'hui qu'on ne se soit pas encore saisi de ce phénomène et qu'on n'ait pas encore rendu obligatoire
dans les programmes scolaires, dès le plus jeune âge, l'éducation à la santé. Mais les jeunes fument moins. Il y a un vrai progrès sur les... C'est à travers de campagnes successives, alors tantôt sur le tabac, tantôt sur l'alcool, tantôt sur l'obésité. Mais, et là aussi, c'est peut-être un des révélateurs de la crise Covid. On s'est rendu compte en 2021 ou 2022 que la population, dans sa grande majorité, ne savait pas que quand on était malade, il fallait se laver régulièrement les mains et puis pas tousser au visage du voisin. Qui dit un mot sur les 3 ou 4 consultations qui ont été mises en place par le gouvernement et qui entrent en activité 25 ans, 30, 40 ans? Oui, d'abord, Pascal, c'est mis en place, c'est pas justement encore mis en place, et ça traîne, ça devrait être mis en place en janvier, articulé, comme je disais, avec mon espace santé, avec un questionnaire, donc ça avance, mais c'est vrai que ça avance. Il y a un autre sujet que le ministre actuel, encore, Aurélien Rousseau, développe beaucoup, c'est la pertinence des soins. Alors là aussi, on a l'impression que la prévention, c'est un levier très très fort, parce que s'il y a une meilleure pertinence de soins, s'il y a moins de gaspillage, eh ben, le système de santé sera moins sous tension, donc c'est assez fondamental. Et alors c'est des points de la négociation conventionnelle entre l'assurance maladie et les médecins et aussi les pharmaciens actuellement, mais on voit bien que là aussi c'est très difficile. Qu'est-ce qui fait est-ce que c'est important selon vous, et qu'est-ce qui fait qu'on pourrait vraiment avancer? Peut-être notre interne préféré. Oui, et notre interne préféré qui pourrait ouvrir également le champ sur les réformes, sur l'attractivité des métiers, Pascal, on va peut-être répondre, etc. Il y a 4 ou 5 points que nous voudrions. Voilà, mais Pascal, non mais serrons les problèmes, pertinence, et après on est faire l'attractivité, ce qui est important. La pertinence, c'est un sujet qui est assez vaste. Par la pertinence des soins s'opère déjà la prise de conscience de quelle médecine on est en train d'exercer en tant que jeune médecin et jusqu'où on veut aller. Je vous entendais parler tout à l'heure de la fin de vie, je pense que ça rentre pleinement là-dedans, le fait de s'interroger dans ses limites, jusqu'où on va. Et j'aimerais vraiment attirer votre attention sur un élément essentiel. Nous sommes, en tant que jeunes médecins, très peu, voire vraiment mal formés à la prise en charge de la fin de vie. C'est un chantier prioritaire, notamment on en parlait avec le président du CNOM. Il va falloir que les jeunes médecins s'en saisissent, qu'il y ait une vraie prise de position sur le sujet, puisqu'aujourd'hui il y a un plan décennal qui va s'ouvrir en 2024. Sur les soins palliatifs. Sur les soins palliatifs. Et je pense que c'est le meilleur exemple pour aujourd'hui s'interroger sur la pertinence de notre métier, des soins qu'on dispense. D'accord, donc vous passez de la pertinence aux soins de vie, mais c'est vrai que c'est lié. Odile, vous voulez rajouter quelque chose? Rajouter quelque chose sur la prévention. En fait, l'équilibre des comptes vient du fait qu'il faut qu'il y ait plus de gens qui soient actifs pour compenser ceux qui sont soit à la retraite, soit malades. Mais aujourd'hui, la santé connectée, les innovations thérapeutiques, les progrès de la médecine quand même au cours des 10 dernières années permettent à des gens qui avant étaient un poids, ne pouvaient pas travailler, je pense aux patients atteints de cancer, atteints de maladies, le cancer se chronicise. Donc l'idée que des gens malades puissent continuer à travailler avec... et finalement, vous voyez, il n'y a plus de frontière nette entre je suis bien portant et je suis malade. On rentre dans une société avec le vieillissement où la chronicisation, on aura tous un peu quelque chose. L'idée, c'est de vivre avec le plus agréablement possible. On est dans la fluidité, on est dans la transition entre ces deux états qui, moi, je trouve, et c'est comme ça qu'il faut prendre le problème, et à chacun sa vie et à chacun sa belle vie. Et on peut être atteint d'une maladie chronique tout en étant contributif. Et ça aide aussi à se tenir debout, à être heureux de sa vie, avec ses limitations, mais aussi être contributeur. Donc là, il y a vraiment un enjeu, je trouve, de prise de conscience, parce que ça, c'est la réalité. Et ça n'est pas dit, et je trouve que ça, c'est positif. Odile, vous avez raison, et c'est vraiment un changement pour Noël. Je rebondis là-dessus. C'est un vrai changement de société, en fait. C'est vrai que c'est très important. Quand je parlais de la fin de vie, c'est exactement de ça dont on parle. Aujourd'hui, la fin de vie, ça n'a plus tellement de sens. C'est vraiment le fait que est-ce qu'on parle de la fin de vie maintenant, alors? Oui. C'est une porte d'entrée. Mais en tout cas, c'était pour rebondir là-dessus. D'accord. Sébastien Guérard, juste sur la pertinence, on a l'impression que les professionnels de santé libéraux, ils font pas non plus énormément d'efforts, alors ils sont peut-être pas assez incités, etc. Mais est-ce que vous ne devriez pas prendre le sujet à bras-le-corps, plus à bras-le-corps? Je pense que c'est un sujet qui est clairement sur la table avec l'assurance maladie dans nos discussions. Toute la difficulté, c'est de le monitorer, l'évaluer, le quantifier. Et c'est ça qui n'est pas évident. Donc je pense que globalement, mais tout
repose en fait sur la notion de co-responsabilisation de la façon dont on utilise le système. Et j'en reviens avec mon éducation à la santé dès le plus jeune âge, c'est comment on éduque l'usager à bien utiliser le système, déjà, à pas consulter n'importe quoi pour n'importe qui et n'importe où. La deuxième chose, c'est comment on responsabilise un peu plus le professionnel et on doit faire effectivement le ménage chez nous, mais très clairement dans un système où aujourd'hui on impose clairement au regard des niveaux de rémunération à faire de l'abattage. Aujourd'hui un médecin généraliste... L'abattage, le mot est dur. Bah oui, mais enfin, on est là pour on se dit des choses. Non, mais c'est important. Voilà, un médecin généraliste qui aujourd'hui va prendre du temps, c'est la course 30 à 45 minutes pour une consultation pour un problème sérieux, notamment une prise en charge d'une maladie chronique, à 25 € le C, comment il s'en sort? C'est encore peut-être, Sébastien, c'est peut-être encore plus sensible. Je sais que vous êtes kinésithérapeute, chez les kinésithérapeutes. Moi, j'ai été très sensible à votre remarque. On dit parfois de façon un peu technocratique, il faut que tous les soignants s'impliquent dans la santé. Mais là vous avez dit, il faudrait, et peut-être qu'on est en année charnière, que tous les soignants soient une porte d'entrée vers une meilleure santé. J'ai trouvé que c'était une remarque originale et intéressante. Une porte d'entrée dans le système de santé ou de soins. Alors après, là, je vais prendre ma casquette de président de la fédération. Je ne parlerai pas au nom de l'UNPS, mais quand président de la fédération des kinésithérapeutes, voilà. la FFMKR. Quand on est dans un système où aujourd'hui, la principale difficulté, c'est l'accès aux médecins. Comment rentrer dans le système de santé ou de soins autrement qu'en passant par ce médecin? Et quand il n'y a pas de médecin, on fait comment? Et aujourd'hui, alors il y a je disais que les PPL des précédents mois ont posé les bonnes questions, et c'est le cas notamment de la PPL RIST. C'est l'accès direct. Voilà. C'est le cas des mesures du PLFSS sur la dispensation d'antibiotiques par les pharmaciens après TROD dans le cadre de l'angine, etc., etc. Il y a un moment où il va falloir qu'on réussisse à s'appuyer aussi sur l'existant, sur des professionnels qui sont parfaitement formés, parfaitement compétents, qui sont en capacité de faire un retour d'information au médecin traitant, parce que l'objet, c'est aussi que le médecin ait la vision globale de son patient et sache clairement quel épisode de soin a traversé ce patient, parce qu'il y a aussi une notion de responsabilité collective de prise en charge de ce patient. Mais pour autant, est-ce qu'on peut continuer comme ça encore pendant 10 ans, sachant que la démographie médicale va continuer de s'effondrer? Non, il faut accélérer, on est bien d'accord. Renaud Degas a une question. Michel Viorca voulait intervenir. Oui, allez-y, Michel Viorca. Oui, je vais parler de la fin de vie et du grand âge, qui sont quand même des domaines énormes. Première remarque, alors j'ai suivi comme observateur la convention, et j'en ai tiré la conclusion suivante. Vous avez dit que 10 ou 15% des citoyens, des Français, sont contre, 11% sont contre autre chose que les soins palliatifs. Alors, premièrement, la conscience est vive maintenant que les soins palliatifs, ça ne concerne qu'une petite partie de ceux qui vont mourir. C'est-à-dire que le grand problème, c'est aussi le grand âge, le très grand âge. Vous avez des gens qui sont très vieux, mais qui ne vont pas mourir dans les 8 jours. Les soins palliatifs, c'est pour les gens qui vont mourir dans les 8 jours ou dans les 15 jours. Les gens qui se déglinguent de tous les côtés, c'est autre chose. On a pris conscience aussi des problèmes des EHPAD. Je ne reviens pas là-dessus, mais des problèmes, donc par conséquent, de la démographie médicale capable de répondre à des attentes particulières et de la formation. Est-ce qu'il faut ou pas isoler la gériatrie, par exemple, d'autres façons de prendre en charge les personnes âgées? Mais je voudrais insister sur une chose. Il y a d'un côté, dès qu'on sort du soins palliatifs, tout le monde est d'accord, donc c'est pas la peine d'en parler, il en faut plus, il n'y en a pas assez, on manque de moyens, etc. Mais dès qu'on sort de ce dossier-là, il y a deux blocs d'opposition. L'un est clairement dans la société, et c'est un petit pourcentage. 11%, c'est pas négligeable, mais c'est un petit pourcentage. Mais dans ce bloc, en réalité, il y a deux choses, et pas une. Il y a d'un côté les convictions, les croyances, les religions. Moi, j'ai entendu tous les leaders religieux, l'un après l'autre, déclarer que l'euthanasie, non, le suicide assisté, non, donc uniquement les soins palliatifs. Mais il y a les professions de santé qui sont saisies, comment dirais-je, à la gorge par ces questions. Parce que si vous prêtez le serment d'Hippocrate de soigner et de sauver, et qu'on vous dit, maintenant... non, maintenant il faut donner la mort, c'est le moment. Mais Michel Viorca, pas tous les professionnels de santé tout de même. Et c'est l'aide médicale à mourir. Quel est votre point de vue? Et comment est-ce que l'aide médicale à mourir est encore un soin ou pas pour vous? Alors,
Bon, moi, je serais, comment dirais-je, dans la moyenne des gens de cette convention citoyenne. C'est-à-dire, il y a des conditions à respecter pour que ça se passe bien. Mais il faut que ça se passe. C'est-à-dire que, par exemple, la décision soit collective, que ce ne soit pas un médecin ou une infirmière ou quelqu'un tout seul ou un proche. Ça, c'est fait, ça, oui. Donc, le côté collectif de la prise de décision. Deuxièmement, pas pour les enfants, pas pour les malades mentaux, enfin, etc. Il y a des conditions à mettre pour que ça se passe correctement, mais je pense que l'on ira vers ça. Mais pour un certain nombre... Et alors, je pense aussi que ce n'est pas non plus des milliers et des milliers de situations comme ça. Mais je rajoutais autre chose, et je termine là-dessus parce que je parle de trop, mais je pense que la médecine aujourd'hui est saisie, les médecins, les professions de santé sont saisis par des questions éthiques. Et que dans la formation dont on parlait il y a un instant des futurs médecins, mais même de la jeunesse en général, les questions éthiques deviennent de plus en plus importantes. Que les médecins ont besoin d'avoir, comment dirais-je, la capacité de réfléchir sur des registres qui, normalement, ne sont pas forcément pour eux. On l'a vu dès le Covid. Vous savez, ce débat sur qu'est-ce qui se passe quand il y a 2 malades qui se présentent et qu'il n'y a plus qu'un seul lit de réanimation. Bon, on a commencé à parler éthique, et ça retombe sur les médecins. Les médecins et les professionnels de santé. Hein. On focalise trop sur les médecins. Je pose simplement une question à Michel, et je donne la parole à Renaud. Est-ce que le président de la... Parce que Michel Vivorca est un sociologue, donc un observateur, un chercheur, mais également il a la fibre politique. Est-ce que le président de la République a raison de toucher ce sujet avec une très grande prudence? Et procrastination. Il procrastine. Alors justement, c'est la question. Est-ce que c'est la procrastination ou c'est une extrême prudence, mais sur laquelle il a raison? Alors, il a raison d'être prudent, mais il procrastine, comme vous dites. On a l'impression que traîner aggrave le sujet, quand même. Si vous voulez, il avait promis, quand la Convention a terminé ses travaux, le 3 avril, il les a reçus, ils lui ont remis leur rapport, et il leur a promis une loi avant l'été, avant la fin de l'été. De cette année. De cette année. Manque de chance, le pape a annoncé qu'il venait à Marseille. Ah, c'est pas de chance. Et évidemment, on n'allait pas injurier le pape en annonçant au moment où il arrivait une loi qui ne lui plairait pas. Excusez-moi. Et donc, il a traîné, et puis on a le sentiment qu'un jour il écoute le pape, un jour il écoute Lynn Renault ou Françoise Hardy. Ou Jean-Louis Touraine, allez. Voilà, et donc je pense qu'il tarde trop et que maintenant, il a annoncé une loi en février. Oui. On attend. Alors, reconnaissons que dans cette année 2023, le pape a fait un effort, notamment sur les homosexuels. Ils sont bénis. Renaud, bonne transition. Alors Renaud, je ne la vois pas, mais si ce n'est que... C'est les questions LinkedIn. Alors, juste un petit mot pour ceux qui regardent cette émission et qui ne sont pas abonnés, ce serait très très bien pour la chaîne des Contrepoints de vous abonner et de partager aussi les émissions. Ce serait très bien pour tout le monde et pour toutes les expressions. S'abonner à la chaîne YouTube des Contrepoints de la santé. Exactement, la chaîne YouTube sur laquelle on est regardé. Oui, alors une question qui est quasiment une émission en elle-même. C'est pour ça que je voudrais juste vous positionner sur 2 choses. En 2023, on a vu 2 sujets qui sont propres à l'ensemble des secteurs économiques et de la société, mais qui prennent de la consistance de plus en plus, qui commence à être intégré dans le monde de la santé. C'est le sujet seulement, je dirais, c'est le sujet du développement durable. On voit que là, il commence à y avoir une stratégie d'inclure le développement durable sur la conception du soin en prenant en compte un certain nombre de choses. Ce point-là est le point de l'intelligence artificielle qui, quand même, est saisie de plus en plus dans des congrès. Et de savoir pour vous, qui êtes acteur de ce monde de la santé, est-ce que pour vous, ce sont des phénomènes qui viennent provoquer, vous toucher et faire une évolution du secteur, ou est-ce que pour vous, ce sont 2 sujets qui sont profondément structurants et que, en fait, il faudrait les prendre à bras le corps et que tous les autres sujets dont on parle devraient s'aligner sur ces 2 sujets qui sont... pour le reste, pour un certain nombre de secteurs économiques, c'est vraiment très structurant et bouleversant. Est-ce que vous le prenez comme ça? Est-ce que vous arrivez à l'intégrer dans les réflexions, je dirais, des groupes que vous et des fonctions que vous avez? Parce que c'est quand même 2 sujets assez
comment dire, important et perturbant, structurant. parce que Oui, là on retrouve réponse. François Pellen Qui veut répondre, oui. Sur ces deux sujets qui sont très... Il faudra qu'on parle quand même économie, le temps vraiment. Donc je vais faire court. Et Pascal, il faut parler AME qui est de nouveau sur la table. Alors d'abord, dans un groupe comme Point Vision, le développement durable, il est pris très au sérieux. On a beaucoup de travaux en interne. On a par exemple travaillé cette année sur l'opération de la cataracte. Et puis il y a le sujet de la téléconsultation qui permet d'éviter des déplacements, des tas de choses. Développement durable et cataracte, François Pellen. Eh bien, réfléchir à comment diminuer l'empreinte carbone au cours des opérations de la cataracte. Ça, c'est assez technique. Je ne vais pas le développer là parce que vous venez de dire que l'émission avait plus que quelques minutes. Oui. Mais c'est un chantier qu'on a entamé chez nous. La téléconsultation, moi j'adore ce sujet-là parce que justement l'intelligence artificielle permet d'aller plus loin. Puisque grâce à l'intelligence artificielle, les machines viennent nous aider davantage et il est évident que quand on est à distance, alors dans le cas de l'ophtalmologie, ça va être la photo du fond d'œil essentiellement qui va pouvoir être analysée par l'intelligence artificielle et aider le médecin qui est à distance à faire son diagnostic. Mais la téléconsultation, c'est un sujet qui est plutôt un top de l'année, mais qui se cherche quand même. On voit bien qu'on ne sait pas exactement encore quelle place elle doit occuper. Est-ce qu'il faut en mettre dans les gares ou pas? Moi, je pense que la téléconsultation et le commerce, ça se marie moyennement. Ça sera nos débats 2024, la téléconsultation, avec plaisir. Oui. Et voilà, il y a beaucoup de sujets concernant la téléconsultation, mais c'est très rapidement. On passe à l'économie après. Voilà. Et puis AME aussi, il faut avoir votre point de vue. Alors développement durable. Est-ce que pour vous... Non, on ne peut pas balayer ça comme ça. Je veux dire, est-ce que pour vous c'est structurant ou pas? Oui ou non? Au moins qu'on le sache pour vous. Est-ce que pour vous c'est vraiment un vrai sujet? Alors, je crois que si je peux ajouter une chose, c'est structurant la téléconsultation pour répondre aux besoins des déserts médicaux. Là où le médecin est présent en nombre, elle a une importance relative. Là où le médecin n'est pas présent, ou le professionnel de santé, eh bien, elle a une importance considérable. Nous, on a fait une expérimentation à Saint-Quentin. On est allé sortir, grâce à la téléconsultation, des gens qui étaient sortis du système de soins. Alors, c'est un sujet. Moi, vraiment, ma question, c'est sur l'intelligence artificielle, parce qu'il y en a qui disent qu'il y a des métiers qui vont disparaître, donc on en parle ou pas, et sur le développement durable, où là, il faut quand même sauver la planète. Donc, est-ce que c'est comment vous le prenez? On parlait tout à l'heure du One Health. On pourra se passer de kinésithérapeute pour masser. Parler du One Health sans intégrer le développement durable, c'est un non-sens. Et d'ailleurs, nous avons signé une convention pas plus tard que la semaine dernière avec la ministre qui engageait l'ensemble des professions de santé, en tout cas les libéraux, dans, on va dire, une meilleure prise en compte de l'écologie dans nos écosystèmes, dans l'organisation de nos cabinets, dans la gestion de nos déchets, des consommables, etc., etc. Donc ça, oui, on doit l'intégrer, c'est intégré d'ailleurs, et on s'y est engagé. Ne pas intégrer l'intelligence artificielle et en tout cas faire l'autruche sur ce qui est en train de se passer quand ChatGPT 4 réussit l'internat de médecine dans tous les grands pays du monde et le concours du barreau, là aussi je pense que ce serait pas malin. Alors je pense qu'on a probablement un peu de retard à l'allumage, mais il faut aussi voir la vitesse à laquelle ça va. C'est-à-dire qu'en 3 ans, ChatGPT a complètement révolutionné et s'est complètement transformé à la vitesse de la lumière. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est pas vrai que pour les professions de santé, c'est vrai pour toutes les professions libérales, tout ce qui vend l'intelligence en fait. Et nous, notre cœur de métier, je crois, c'est avant tout de vendre de l'intelligence. C'est le principe même des professionnels. Mais Sébastien Guérin, tout le monde est d'accord, et 2024, ce ne sera pas le pourquoi, mais comment? Exactement, c'est comment on l'intègre. Alors des métiers l'ont déjà fait, les radiologues notamment ont déjà intégré l'intelligence artificielle. Mais ça va complètement bouleverser tout le système de santé, bien sûr. Alors très rapidement, parce que Pascal a raison, financement AME. Guillaume, vous vouliez rajouter quelque chose sur le développement durable et sur l'IA? Ces deux éléments, merci d'avoir posé la question, c'est essentiel de s'y intéresser. Le développement durable, tout le monde s'en saisit, tous les secteurs de la société s'en saisissent, la santé ne doit pas faire exception. On est en train de parler quand même de faire des avions propres. Il faut une santé propre.
un séjour en réanimation, en termes de CO2, c'est un Paris-New York aller-retour. Oui, mais C'est impossible de ne pas s'en saisir. On sauve des vies quand même. On en réanimation. sauve des vies, mais il y a des solutions innovantes, tout ça. Et c'est là que ça va de pair avec l'IA, qui est une autre révolution, qui peut s'insérer dans tous les pans de la société et de la santé. Ça peut révolutionner la recherche. On sait que l'IA écrit des New England Journal of Medicine. On sait que ça révolutionne les thèses. On sait que ça va révolutionner la prise en charge des patients. C'est un tsunami qui arrive sur nous. Nous n'avons pas le choix que de prendre la planche et de surfer dessus. Philippe a posé quand même la question centrale, c'est-à-dire qu'en fait... Absolument. Merci de me l'avoir posé. Non, mais on soigne quand même. Moi, j'ai été très frappé par une rencontre récente lors d'un colloque sur les maladies rénales chroniques et la dialyse. J'ai été frappé. Il paraît que dialyser un malade, c'est extrêmement coûteux en termes consommateur. Mais d'accord, enfin bon, on est bien obligé de sauver ce pauvre homme ou cette pauvre femme qui... Ça justifie nullement de ne pas s'intéresser au sujet. Je veux dire, on sauve des vies, oui, mais il faut aussi sauver les générations futures. Donc là, il y avait un vrai problème. Alors, donc s'intéresser au sujet, c'est essentiel. Ça ne veut pas dire ne pas sauver des vies. Ça veut dire comment on fait pour les sauver en ayant moins d'impact. Pascal, si je vous avais dit un avion propre, nul en CO2, si je vous avais dit un avion propre qui n'est avec 0 émission CO2, vous m'auriez dit il y a 10 ans, impossible. Il faut qu'on se déplace. C'est dur de mettre de la pression sur ces malades atteints en dialyse. Pascal, il y a deux sujets qu'il faut... Je comprends. Il y a deux sujets, comme tu disais, qu'il faut qu'on aborde absolument. C'est le financement. On pourrait l'aborder, et puis l'AME quand même, qui est de nouveau sur la table. Alors, sur le financement, Pascal, est-ce que le déficit de l'assurance maladie est prévu jusqu'à 2017 aux alentours de 10 milliards? Donc, il n'y a pas de comblement du déficit. Est-ce que pour vous, Guillaume Bailly et Odile, est-ce que ce déficit qui perdure, est-ce que ça risque de mettre en danger le système de santé en France, le système de la sécurité sociale? Est-ce qu'il faut vraiment trouver des solutions pour réduire les déficits? Première, ne complète pas, Pascal, parce qu'on va voir la réponse. Non, mais c'est plus 4,8% de dépenses en 2023 et un déficit effectivement de 8 milliards. C'est la fin du quoi qu'il en coûte aussi. Non, mais le problème, Pascal, c'est que ce déficit continue jusqu'à 2017. Donc c'est assez inquiétant. Très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, puis après un mot sur l'AME. Plusieurs choses déjà. Il a été acté, et il faut le souligner en 2023, l'indexation sur nos rémunérations de l'inflation. Il y a des mesures flash prises pour les libéraux, et ça, c'est un premier phénomène. Donc ça veut dire... mais là, vous grevez le déficit. On relève le déficit. Vous accentuez le déficit. Oui et non, parce que quand on revalorise l'ensemble des professionnels de 3%, quand l'inflation est à 6%, vous avez creusé en fait le déficit des professionnels de 3%. En réalité, c'est ça. Sachant que l'inflation va renforcer et renflouer les caisses, malgré tout. Avec un déficit qui cependant croît, mais on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On va avoir de moins en moins d'actifs, de plus en plus de passifs. Ça veut dire qu'il faut transformer la modalité de financement de l'assurance maladie. Et c'est ces questions qu'il faut se poser. Alors, plusieurs réflexions ont été mises sur la table, avec notamment des taxes sur les producteurs industriels de produits sucrés, etc. Cette fameuse TVA, je ne sais plus comment on l'avait appelée, mais bon, bref, il faut réfléchir à ces nouvelles modalités. Comportementales. On ne peut plus... Je pense qu'on ne pourra plus à l'avenir faire reposer l'intégralité du financement du système de santé sur le travail. D'accord. Michel Vivorca, est-ce que pour vous, le système de santé français, avec la sécurité sociale, l'assurance maladie, est-ce qu'il est en danger ou est-ce qu'on peut continuer comme ça avec un déficit de 10 milliards? Les Français, ils sont très attachés à ce système. Donc il faut le sauver. Bon. Mais il a de plus en plus de difficultés. Donc moi, je ne suis pas économiste, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut. Mais est-ce que vous percevez un risque? Tout le monde le perçoit, me semble-t-il. Tout le monde est préoccupé, disons. Et donc, on attend des transformations, oui. Rappelons quand même que la France reste le pays de l'OCDE qui a le plus faible reste à charge. 8,7%, 33% en Grèce, 21,9% en Italie, 12% en Allemagne, 8,7% en France. Avec l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire, Pascal. Notre pays est le deuxième pays européen pour les dépenses de santé, 11,9%. Il y a un gros investissement
de notre pays dans sa santé. Michel Vivorca. Juste un mot, on vient d'apprendre que les mutuelles vont être obligées de demander davantage d'efforts à leurs adhérents. C'est un risque quand même sur le système, parce que exactement. ça coûte de plus en plus cher aux Français aussi. Alors, on va conclure maintenant, Pascal, sur l'AME qui de nouveau, on pensait que c'était réglé, c'est pas réglé. Ce qu'on dit, supprimer, améliorer l'AME, qu'est-ce que vous en pensez? On a le sentiment que si on diminue les conditions de l'AME, de toute façon, ça va mettre en déficit encore plus le système de santé, parce que les patients iront quand même à l'hôpital et ça augmentera le déficit de l'hôpital. Sur l'AME, est-ce qu'il faut le garder grosso modo le système comme il est, ou est-ce qu'il faut le réformer de vos points de vue? Guillaume Bailly? Réponse très simple et très courte. Je pense que l'AME tel qu'il est aujourd'hui permet d'éviter tout un tas de risques, qu'ils soient sanitaires, économiques et autres. Et je pense que le dispositif tel qu'il est actuellement ne doit pas être remis en cause. D'accord. Voilà, Sébastien Guérin. Ouais, c'est clairement la position de tous les représentants des professionnels de santé. Rappeler. Quoi. En fait, il faut le rappeler. C'est pas un sujet ni de droite ni de gauche, c'est un sujet de santé. Et aujourd'hui, je crois que tous les professionnels de santé sont plutôt d'accord. Non, mais parce qu'en fait, on a transféré une réflexion sur l'immigration, sur le système de santé, et c'est toute la difficulté à laquelle on est confronté. Et je pense que ça explique complètement la proposition de démission de la ministre de la Santé hier soir. Hein. Oui, mais la Première ministre a dit qu'il y aura un débat en 2024 sur l'AME, donc est-ce que vous êtes inquiet? Ben, on a de quoi être inquiet. Nous, ce que disent les professionnels de santé, ça marche bien comme ça. D'accord. Michel Vivorca, point de vue... C'est efficient comme ça. Et puis François Pellen. Moi, je ne suis pas professionnel de la santé, mais je leur donne raison. Hein. Il faut absolument maintenir... Non, puis pour l'ensemble de la population aussi. Et puis quand même, cette façon de faire de la politique, on touche à quelque chose, mais on ne va pas y toucher. Tout ça montre quand même, ce que je disais au tout début, une difficulté du système politique et du pouvoir à devancer ou à même simplement accompagner les attentes du système social. D'accord. François Pellen, un mot sur l'AME? Oui, il y a eu un rapport qui a été commandé par la Première ministre et ce qui sort du rapport, c'est que le système doit être maintenu et qu'après, c'est une question de panier de soins et qu'il y a des adaptations probablement à faire à la marge sur le système. D'accord. Pascal, il faut conclure. C'est quand même assez rare, et il faut le souligner, hein, que les professionnels de santé, le ministère de la Santé et l'assurance maladie soient d'accord sur un même sujet. Hein. C'est assez rare pour le souligner. Il faut le souligner, c'est une bonne conclusion. Oui, c'est vrai que l'on a vu quand même, quand l'on est professionnel de santé, ça transcende, à part les extrêmes, quelques extrêmes, l'idée de l'AME, évidemment, en tout cas, a réuni l'ensemble des professionnels de santé, même si un sondage de notre excellent confrère du GIM, pas très bien fait, avait quand même marqué que les médecins libéraux n'étaient pas nécessairement, il faut quand même aussi le dire, favorables au maintien de l'AME. Enfin, il y a quand même encore des zones grises. Pas un sondage, mais un questionnaire. C'était un questionnaire et pas un sondage. Il ne faut pas confondre. Alerté. Mais enfin, globalement, on a vu que les responsables politiques, quand ils étaient médecins ou soignants, étaient favorables à l'AME et c'était plutôt réconfortant. Est-ce que tu as une petite citation pour la fin de l'année? Oui, une citation, oui, elle va venir. Mais on voulait vous remercier toutes et tous d'avoir passé cette année avec nous. 2023 a été une année agréable parce que vous étiez là avec nous. Enfin, une année en demi-teinte. Je remercie les équipes, Françoise Millet, Nathalie Ratten, Emmanuel T, l'ensemble des acteurs qui travaillent pour la réussite de ces contrepoints de la santé, et en particulier LDC Santé, Ortus et la veille des acteurs de la santé. On remercie très chaleureusement nos partenaires. On les invite à continuer, à être encore plus nombreux. BVA, le groupe Pasteur Mutualité, MSD, Point Vision et CARE. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne année. Avant de vous souhaiter une bonne année, notons quand même que 3 personnalités fortes, importantes du secteur de la santé et de la recherche nous ont quittés en 2023. J'ai repéré évidemment le décès de Jean-François Bach. J'avais une grande sympathie pour Jean-François Bach, qui était proche de mes Cévennes natales. Et je l'ai eu comme professeur. Oui, donc il est décédé très récemment. Une personnalité qui nous a beaucoup marqué, les gens de notre génération, c'était le professeur Gau, qui a été quand même un grand militant de la prévention. Et puis vraiment une nouvelle qui nous a beaucoup affecté, en tout cas moi, puisque nous l'avions reçu, nous avons fait des émissions avec lui, notamment à Sciences Po. C'était Philippe Martin, qui en plus le professeur Philippe Martin à Sciences Po, et qui est mort très jeune, dans des conditions 57 très ans, brutales, oui. Et qui était un type absolument charmant. Et donc vraiment une grande pensée pour lui et pour les siens.
Voilà, merci donc à toutes et à tous. Et bonne fête. Et puis nous nous retrouverons en janvier. Et puis moi je terminerai par et à la fin, j'aime la vie, comme disait Montaigne. Bravo. Merci.